Nouvel épisode de notre série Dans son corps. Cette fois, notre invité vient pas tellement nous parler de sa particularité physique à elle, mais plutôt de celle des personnes dont elle s'occupe. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais disons qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. J'ai toujours rêvé de dire ça. Marie Poirette est orthophoniste, mais elle a une spécialité que vous connaissez peut-être pas. Elle va vous expliquer ça. Bonjour Marie. Bonjour. Donc toi tu es orthophoniste de métier, mais tu t'occupes pas tellement de la voix des gens, tu fais pas tellement de la rééducation pour les gens qui bégayent ou qui zozotent. Toi c'est quoi ta spécialité? Alors ma spécialité à moi, c'est de travailler en fait dans l'alimentation et les troubles de l'alimentation en général. On va rentrer dans les détails un petit peu après, mais globalement pour que les gens comprennent bien, ça consiste en quoi exactement les troubles de l'oralité alimentaire? En fait la définition générale, c'est toutes les difficultés qui touchent à l'alimentation par voie orale. Donc c'est hyper large et on verra qu'effectivement au niveau des symptômes, ça peut s'exprimer de manière hyper différente. On se rend bien compte en entendant ça que ça peut englober plein de choses en fait. C'est pas forcément quelque chose qui est connu du grand public. Pourtant, tu vas peut-être m'arrêter si je me trompe, mais j'ai lu que ça toucherait un enfant sur 4. Il faut toujours faire attention avec les chiffres. Cette statistique-là, on l'utilise un petit peu pour marquer l'esprit, pour que les gens se rendent compte que c'est quand même répandu. Pour te donner le détail, en fait, on peut dire qu'un enfant sur 4 est touché ou a été touché par les troubles de l'oralité alimentaire. Alors évidemment, chez certains, ça va être super discret et les particularités sensorielles vont être tellement légères qu'on ne s'en rendra jamais compte en fait. Et puis chez d'autres, ça peut devenir très rapidement l'enfer et mener, dans le pire des cas, à une hospitalisation, à de la dénutrition et donc à la pause d'une alimentation entérale. On parle de sondes dans le nez qui vont dans l'estomac pour envoyer des nutriments aux enfants qui ne mangent pas par voie orale. Principalement, tu en as deux. En fait, tu as la sonde nasogastrique, effectivement, et tu as le bouton de gastrostomie. Ouais. Voilà. Alors, du coup, un peu plus concrètement, comment ça peut se manifester chez les enfants, puisque en l'occurrence, c'est quand même beaucoup de cette population-là qu'on parle. Comment ça peut se manifester, les troubles de l'oralité alimentaire? Alors, les troubles de l'oralité alimentaire, tu vas globalement avoir des enfants en fait, qui mangent pas assez et pas assez variés. Donc, tu vas avoir souvent ce qu'on appelle... Parmi les symptômes, tu n'es pas obligé de tout avoir, mais parmi les symptômes, on va retrouver la néophobie alimentaire, donc la peur des nouveaux aliments, la sélectivité alimentaire, donc là, des enfants ou des adultes qui vont trier par forme, par couleur, par texture, parfois par température, des gens qui vont manger pas du tout chaud ou pas du tout froid. Tu vas pouvoir retrouver forcément des troubles du comportement au moment du repas, des enfants qui vont se mettre à hurler, à pleurer, à se cacher, la lenteur des repas. Tu vas avoir des repas qui vont être anormalement longs. En moyenne, pour un enfant, on est autour de 20 à 30 minutes. Là, tu as des enfants qui peuvent être 1 heure, 1h30, 2 heures. Et puis ensuite, il y a aussi souvent une hypersensibilité associée, donc un peu plus généralisée, de type hypersensibilité tactile, avec des enfants qui ont du mal à toucher des textures, alors souvent c'est des textures un peu collantes, un peu salissantes, des enfants qui ont du mal à se salir. Et puis, tu peux aussi avoir d'autres symptômes un peu plus discrets, un peu moins connus, un peu moins représentatifs, comme la dyspsie, donc le refus de s'hydrater. Ça peut aussi faire partie. Voilà. Après, tu as plein d'autres petits symptômes, mais globalement, quand on commence à avoir tout ça, on peut se dire que c'est pas... On est dedans. C'est pas top. Ce que tu décris là, c'est ce que, dans le langage courant, on appelle des enfants difficiles, en fait. Exactement. Du coup, est-ce que ça veut dire que un enfant difficile, c'est un enfant qui a des troubles de l'oralité alimentaire ou est-ce que ça peut être autre chose? Alors ça peut être autre chose et c'est là que c'est un peu difficile parce que forcément, on ne va pas prendre en charge les choses de la même manière. Il faut savoir que la néophobie alimentaire, donc la peur de goûter, le refus des nouveaux aliments, c'est une période qu'on retrouve dans le développement normal de l'enfant. Donc entre 2 et 10 ans et plus spécifiquement entre 4 et 7 ans, l'enfant ne va pas vouloir goûter de nouveaux aliments et puis quand tu vas lui faire goûter un truc, il va te dire j'aime pas, globalement. Mais chez les enfants qui vont bien, cette période-là va être dépassée par l'apprentissage, par la curiosité, puis par l'envie aussi de faire comme les grands. Alors que chez l'enfant qui a un trouble, on n'est ni sur du caprice, ni un manque d'envie, on est vraiment sur un blocage et quelque chose de l'ordre de la phobie, donc quelque chose de beaucoup plus fort. Tu donnais l'exemple de trier les aliments par couleur, texture, etc. On entend souvent dire moi, mon enfant, tout ce qui est vert, c'est rejet. Donc ça, c'est ce genre de truc qui rentre dans le cadre de ces troubles-là. Oui.
Et on le retrouve aussi notamment très souvent en autisme. Les enfants porteurs d'autisme sont très représentés. En fait, on estime qu'environ 80% de ces enfants-là vont avoir un trouble de l'oralité alimentaire. Ok. Et eux sont connus pour ça parce qu'ils ont quand même souvent cette spécificité sur la couleur. Voilà. Donc, mais on peut aussi le retrouver chez un enfant tout venant, donc qui n'a pas de pathologie associée. Souvent, quand même, ils mangent plutôt jaune, plutôt blanc, rarement tout vert. Ok, genre Clairement. des pâtes, des frites et pas Ouais. trop de brocoli et de haricots verts, quoi. Ouais, bon, ça s'explique. Ça Ouais. s'explique aussi. En fait, c'est des enfants qui vont être rassurés par les aliments hyper transformés. Parce que forcément, en fait, entre une pâte Qui sont les panzani- pires accessoirement C'est un au peu niveau le problème. nutritionnel. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'ils passent pour des enfants capricieux. Parce qu'on dit, mais attends, il est capable de mâcher un bonbon et de croquer une chips, mais par contre, il peut pas manger de haricots verts. Et en fait, c'est normal. Les aliments ultra transformés sont plus faciles à digérer et à manger. Ils ont été pensés pour ça. Donc, c'est des aliments qui vont fondre en bouche, qui vont s'amalgamer facilement avec la salive et s'avaler simplement. Et en plus, c'est des aliments qui vont avoir une certaine stabilité. Donc, toutes les pâtes du même paquet Panzani partout dans le monde vont avoir le même goût. Elles ont le même goût. Ouais. Voilà. Alors Et donc, que des haricots, c'est pas ouais. forcément le même goût. T'as jamais deux pommes qui ont exactement vraiment le même goût selon la saison, selon la couleur, etc. Et ce manque de confiance-là dans l'alimentation, il est hyper important chez eux. Et s'il y a une mauvaise expérience, tu peux être sûr que derrière, c'est foutu, quoi. Tu parlais des enfants qui ont des troubles de la sphère autistique, mais de manière plus globale, est-ce qu'il y a, c'est quoi les causes des troubles de l'oralité alimentaire? Est-ce qu'on sait ça? On a quelques causes et quelques facteurs de risque. Donc effectivement, tu vas avoir tous les handicaps, les maladies génétiques, etc. Là, ils vont être représentés effectivement à hauteur de 80%. Et puis ensuite, on va avoir notamment la prématurité. Alors, pas forcément pour les raisons qu'on croit. Déjà, effectivement, c'est des enfants qui naissent qui n'ont pas toujours le développement nécessaire pour se mettre à manger correctement, qui parfois n'ont même pas la force de téter correctement, manger correctement. Mais en plus, en fait, ça va surtout être lié à toutes les intrusions au niveau de la sphère orofaciale, tous les gestes médicaux un petit peu désagréables qu'ils vont subir. Donc là encore, surtout ceux qui sont sondés. Ouais. Et ça peut aussi être des causes traumatiques. Alors ça a l'air énorme comme ça, mais en fait une cause traumatique, c'est quelque chose qui va venir avoir un impact au niveau de la sphère orale. Donc les opérations, les hospitalisations, et puis là encore en fait une grosse infection ORL, ça peut suffire. Un enfant qui rentre à l'hôpital, en fait, il peut suffire de 2-3 jours pour qu'il désapprenne à manger et que ça n'ait pas été très agréable et c'est un peu foutu. Et quand tu parlais d'alimentation donc entérale, donc par sonde, ou j'imagine peut-être parentérale aussi, les enfants qui sont nourris par perfusion, est-ce que le fait que pendant ce temps-là, ils ne mangent pas du tout par la bouche, est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on pense que c'est quelque chose qui joue aussi? Ouais. Tu parlais de désapprendre à manger ou pas apprendre à manger dans le cas des prématurés. Ouais, bien sûr. Ouais, ça joue. Et alors, soit ils n'apprennent pas, comme tu dis, soit ils désapprennent, et en fait, ça va hyper vite. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se préparer, et malheureusement, ce n'est pas hyper connu. Donc, en fait, les gens n'ont pas forcément le réflexe, mais faire sentir des odeurs à son bébé, lui amener des odeurs de la maison, lui faire sentir des choses, évidemment, quand c'est possible, parce que quand ils sont en couveuse, il faut l'accord de l'équipe médicale, mais lui faire découvrir des choses, toucher des textures, etc., pour essayer un petit peu de combler le retard. Si vraiment l'enfant est dans un état trop critique et que c'est pas possible, c'est aussi des choses qu'on peut mettre en place quand on rentre à la maison. Mais clairement, un enfant qui est sondé, ça peut durer parfois des années, on continue de l'accompagner et de lui proposer des choses par la bouche. Alors, on prend notre temps, vu qu'il n'y a plus l'urgence vitale, mais par contre, on continue de proposer. Du coup, toi, quand tu prends en charge des enfants qui ont ce type de troubles, qu'est-ce que tu fais avec eux? Il y a plein de choses à faire avec eux, c'est trop J'imagine, cool. Surtout que, alors moi, j'ai vraiment des patients de la naissance à l'âge adulte. Je pense que ma patiente la plus âgée a 46 ans, j'ai pas mal d'ados. Forcément, on ne fait pas les mêmes choses, mais globalement, tu vas avoir 3 axes. Tu vas avoir un axe sensoriel, où effectivement, on va venir désensibiliser un petit peu, parce que c'est des enfants très très sensibles. Parfois, certains bébés, tu leur touches les lèvres et ils peuvent vomir, parce qu'ils ont ce réflexe nauséeux qui est très exacerbé. Donc sensoriel, on va toucher d'abord au niveau des mains, puis monter au niveau du visage, puis de la bouche, etc. Ça peut passer par des massages, des vibrations et tout. Et puis ensuite, on a un axe moteur, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas forcément souvent, on entend beaucoup parler du sensoriel, mais on a besoin de vérifier que ces enfants-là peuvent manger, en termes vraiment moteurs, capacité. Est-ce qu'ils ont la capacité motrice à effectuer les mouvements nécessaires pour manger un aliment? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Il te faut de la force, de l'endurance, de la précision. Donc ça, c'est très très important de le vérifier. Et si une orthophoniste détecte qu'il y a un problème à ce niveau-là, elle va pouvoir proposer une prise en charge. Là aussi, à base d'exercices, c'est un peu comme de la musculation. Si
tu veux. La musculation de la sphère orale. Exactement, Okay. de la langue, stabilité de mâchoire, etc. Donc ça peut être un peu fastidieux, mais ça marche très très bien. Et puis le dernier axe, c'est vraiment l'axe alimentaire, parce que si tu restes sur la sensorialité et puis faire des petits exercices, en fait, c'est pas pour ça que demain l'enfant va se mettre à accepter de nouveaux aliments. Et donc là, on va avoir plusieurs techniques pour étendre le spectre de ce que l'enfant peut manger, partir d'aliments qu'il connaît pour aller vers des aliments nouveaux, etc., etc. Donc ça veut dire, en gros, pour toute la partie alimentaire, toi, quand tu reçois des jeunes ou moins jeunes patients, ça veut dire que dans ton cabinet, tu les fais manger, tu les confrontes à différents types d'aliments. C'est quoi exactement le processus de réconciliation avec la nourriture? Ouais, alors déjà énormément sous forme de jeu. On passe tout sous forme de jeu. Faut que ce soit fun, faut que ce soit ludique, parce que déjà sinon moi aussi je vais m'ennuyer. Ouais. Puis eux aussi, puis ils n'auront pas envie de venir. Et ce qui est très important, c'est que oui, on les confronte à de nouveaux aliments, mais le but, et c'est là tout le travail du professionnel, c'est de trouver ce qu'on appelle sa zone proximale de développement. Ça veut dire qu'on est proche de ce qu'il sait déjà faire, mais pas trop loin non plus. Ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau, mais qu'on va le mettre en réussite. C'est-à-dire que si j'ai un enfant qui ne mange que des pâtes, si demain je lui amène, j'en sais rien, une clémentine ou une tomate, ça va être hyper compliqué et je vais le mettre en échec. C'est hyper dommage. Donc on va choisir ensemble, on va créer ce qu'on appelle des chaînages avec les parents en fonction de leurs envies, leurs besoins, ce qu'il y a à la maison aussi. Et on va amener comme ça les aliments petit à petit. Et le but, dans l'idéal, c'est qu'ils réussissent tout le temps. Donc on fait beaucoup de jeux, on en fout partout. Régulièrement, mon bureau sent les épices pendant une semaine. C'est un vrai plaisir. Mais ouais, en général, c'est beaucoup de jeux, de patouilles. Et je suis beaucoup les intérêts de l'enfant, parce que je trouve que déjà, c'est plus sympa comme ça. Et puis, ils sont tellement tous différents que c'est en les suivant eux qu'on va y arriver. Donc s'ils s'engouffrent dans une brèche, et je les suis. Et ça part dans tous les sens. En gros, si je résume, tu me dis si je me trompe, si je résume en disant que tu pars de ce que l'enfant est habitué à manger, genre des pâtes, et que tu veux l'amener à des brocolis, tu vas y aller progressivement, des trucs qui ressemblent à des pâtes, en l'amenant petit à petit à des trucs qui ressemblent de plus en plus à des brocolis. Ouais, exactement. Et au bout du compte, ok, d'accord. Dans l'idéal, quand on peut, le but c'est qu'à chaque fois qu'on passe d'une étape à l'autre, on change seulement un critère. Là, tu vas changer que la couleur, que la forme, etc. Voilà, en fonction. Donc là, on a parlé de ce que toi tu fais avec les enfants ou les adultes en rééducation, mais pour que tu les aies dans ton cabinet, il faut qu'on les amène. Ouais. Et j'imagine que c'est peut-être la partie la plus difficile, c'est pour les parents de détecter le trouble et de savoir que ça existe déjà. Ouais. S'il y a des parents qui nous regardent ou des ados qui ont des soucis avec la nourriture, toi, tu dirais que c'est quoi les signes qui doivent alerter et se dire peut-être qu'il y a un trouble de l'ordre de trouble de l'oralité alimentaire qu'il faut éventuellement rééduquer ou en tout cas prendre en charge. Les signes, ce serait quoi? Alors, le signe numéro 1, c'est est-ce qu'il y a souffrance? Okay. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant, le parent ou les deux en souffrent? C'est-à-dire que typiquement, un ado qui demain va venir et me dire « moi, je mange des pâtes, des haribots et des gnocchis et ça me va très bien et j'ai aucun problème socialement », ça sert à rien de commencer de toute façon parce que c'est des prises en charge tellement fastidieuses que ça vaut pas le coup. Par contre, un enfant qui pourrait avoir un panel d'aliments plus élargi mais qui en souffre, qui est pas bien, qui dit tous les jours « j'aimerais bien manger comme les autres » et avec des parents qui sont en pleurs à la fin de chaque repas, etc. En fait, pour moi, c'est le critère numéro 1. C'est là-dessus que je vais décider si je prends en charge un patient et sa famille ou pas. Et donc, je dirais que le signe, c'est faites-vous confiance. Okay. C'est-à-dire qu'on est entouré malheureusement de pros de santé qui ne sont pas encore toujours très au courant. Et on va encore avoir des professionnels de santé, parfois des pédiatres en qui on a beaucoup confiance, qui vont dire « vous inquiétez pas ». Alors, les deux phrases, c'est du caprice, il faut le forcer. Et l'autre phrase, c'est « un enfant ne se laisse pas mourir de faim ». Le caprice, ça n'existe pas. Et les parents, il y en a qui ont essayé de forcer. Quand l'enfant a tout vomi sur eux. C'est ce qui se passe. Voilà, s'en sont rendus compte direct. Et un enfant ne se laisse pas mourir de faim, il y a aussi des parents qui ont essayé, parce qu'on leur a dit « si, vous ne lâchez pas ». Et en fait, ils ont vu leur enfant ne rien manger pendant 24, 48 heures. Enfin, ils ont fini par dire « là, c'est pas possible, c'est ridicule ». Donc, pour les parents, ils peuvent se faire confiance. Et s'il y a souffrance, ça vaut le coup de consulter. Et ce que j'aime bien leur dire aussi, c'est que si jamais on ne se sent pas tout à fait écouté par un pro, que c'est un pro qui n'est pas hyper sensibilisé à ça, ou qu'on ne se sent pas très à l'aise, on a le droit
d'aller demander un second avis. Bon, c'est même plutôt conseillé. C'est plutôt conseillé. Alors les gens ont parfois peur, mais c'est ni du manque de respect, ni un manque de confiance, il n'y a pas de problème. Donc je sais que malheureusement les parents encore aujourd'hui doivent se battre pas mal pour dire si, il y a un problème, et qui finissent enfin par trouver, après parfois avoir fait plusieurs progrès. Et du coup, parce que là en vrai, de ce que tu racontes là, j'ai l'impression que ça peut potentiellement concerner beaucoup d'enfants, parce que moi j'ai vu plein d'amis avec leurs gamins qui voulaient rien manger, où ça finissait toujours en crise de larmes et c'était systématique, etc. Là on est a priori très typiquement dans des enfants qui mériteraient une prise en charge. Mais comme tu dis, les pros de santé qu'on va voir dans ce moment-là, peut-être un médecin de famille un peu à l'ancienne, machin, qui va pas. Du coup, qu'est-ce que tu peux conseiller aux parents dans ces cas-là, vers qui ils peuvent se tourner pour pas qu'on leur dise non, bah oubliez, est-ce qu'il y a des centres de référence, est-ce qu'il y a des spécialistes à voir en particulier, vers qui ils peuvent se tourner? Ouais, alors ça c'est pas évident. Je connais pas de centre de référence, on a quelques hôpitaux. Il y a Necker qui a un service dédié, mais en fait c'est vraiment des cas très graves et c'est hyper difficile de passer toutes les étapes pour arriver à Necker. Je connais aussi un centre à Lyon, après je connais moins les autres villes. Je dirais que heureusement maintenant avec Internet on peut se former et s'informer en tout cas au maximum. Il y a aussi pas mal de plaquettes explicatives et je sais qu'il y a des parents qui essayent aussi d'amener de la documentation. C'est un peu dommage d'en arriver là, mais c'est des parents qui amènent de la documentation et qui disent si, là je suis convaincue. Alors il faut savoir que de toute façon pour rencontrer une orthophoniste il faudra une ordonnance. Ouais. Donc faudra trouver d'abord un médecin qui accepte de faire cette ordonnance. Et ensuite, les orthophonistes, c'est un peu le même problème. On n'a pas le droit d'afficher nos spécialités sur une liste ou quoi que ce soit. Donc en fait, on n'a pas de liste officielle. Il n'y a pas de répertoire des orthophonistes spécialistes Non, parce que dans notre convention, en fait, on n'a pas le droit de se faire de pub. Okay. En fait, et ce serait estimé, ce serait considéré comme aller récupérer toutes ces pathologies-là, tu sais, chez les collègues en fait. Donc ça, il n'y en a pas. Donc c'est super, on se fait pas de pub comme si on manquait de patients, mais en fait en pratique, les gens ils sont vachement embêtés. Et donc pour trouver une ortho, la seule solution c'est d'appeler toutes les orthos du coin. Et leur demander, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites, il n'y a pas, parce qu'à l'inverse, il n'y a pas des associations de parents qui eux auraient le droit de dire, nous on va voir tel orthophoniste parce qu'elle est spécialisée là-dedans. Alors, je sais qu'il y a quand même des listes qui circulent sur Internet, il y a des blogs, il y a des trucs. Donc, en traînant un peu sur les réseaux, moi du coup, je suis beaucoup sur Instagram pour faire de la prévention, donner des infos et tout. Je sais que sur Insta, il y a pas mal de gens, il y en a qui discutent entre eux, il y a des groupes de parents sur Facebook, donc je sais que les infos arrivent à passer quand même. C'est vrai que ça reste fastidieux. Bon, mais en mais gros, ça finit par passer. J'imagine qu'en se mettant un peu en allant explorer dans ces directions-là, tu finis toujours par tomber sur des gens qui te donnent des conseils. D'ailleurs, on parle de réseaux sociaux. Toi, tu étais assez active sur Insta, Facebook, TikTok récemment. Ouais, c'est ça. Donc déjà, j'imagine qu'on mettra évidemment tous les liens dans la description pour que vous puissiez aller voir ces parents équipés. C'est ça. L'entreprise, la marque, on va dire, c'est Parents Équipés. Donc il y a effectivement un site internet avec un petit livre d'activités pour aider les gens, soit en parallèle, soit en attendant. Et sinon, c'est principalement des réseaux sociaux avec du coup beaucoup de contenu gratuit, illimité, au fur et à mesure que je remplis. Mais oui, c'est ça. Insta, Parents Équipés sur Insta et sur TikTok aussi. Ouais, et sur Facebook aussi, il me semble. Oui, Facebook et Insta sont reliés. Ouais, c'est ça. C'est le même contenu, mais après, selon les gens, c'est important qu'il y ait les deux, quoi. Tout le monde n'est pas sur Insta, donc. Ok. On en a déjà un petit peu parlé, mais du coup, le côté un enfant se laisse pas mourir de faim, tu peux confirmer que c'est faux de dire ça, en fait. Ouais, la fameuse. Ouais, c'est quelque chose que les parents entendent beaucoup, mais c'est complètement faux et toutes les hospitalisations pour dénutrition le prouvent. En fait, ces enfants-là, comme je disais, c'est ni du caprice, ni un manque d'envie, c'est vraiment une phobie, c'est un blocage. Et en fait, si on les aide pas et qu'on les laisse juste mourir de faim, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on le met devant une assiette de brocoli et qu'on lui dit tant que t'as pas mangé ton assiette, tu te lèves pas, ça ne fonctionnera pas. Donc effectivement, un enfant peut se laisser mourir de faim et ça, les parents s'en rendent très très vite compte. Ils le savent de toute façon. Et beaucoup actuellement se battent pour que cette info passe. Et c'est compliqué, mais ça commence petit à petit à faire son bout de chemin. Mais oui, un enfant peut malheureusement se laisser mourir de faim. Et là, on a beaucoup parlé de ton domaine, la rééducation par une orthophoniste, mais est-ce que c'est une prise en charge qui peut être pluridisciplinaire? Est-ce qu'il y a d'autres
professionnels de santé vers lesquels on peut se tourner aussi dans ces cas-là? Ouais, bien sûr. Ça fait partie des recommandations du coup de la HAS à ce niveau-là. La HAS, la Haute Autorité de Santé. Ouais, incroyable, ces professionnels de santé avec leur jargon, insupportable. Donc oui, la Haute Autorité de Santé conseille effectivement, j'allais dire l'OMS aussi, mais... Ouais, ça, je pense que les gens commencent à connaître l'Organisation mondiale pour la santé. À cause de, voilà, on est dans une période où tout le monde connaît. Ouais. Donc effectivement, c'est recommandé d'essayer d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, outre-Atlantique, ça se fait beaucoup. Okay. Ils ont pour le coup des centres, comme tu me demandais tout à l'heure, avec tous les pros qui sont réunis, qui connaissent les enfants, qui les prennent tous en charge. Chez nous, ça n'existe pas. Ouais. A priori, je ne crois pas qu'il y ait de projet pour l'instant. Mais c'est l'idéal. Donc, on peut avoir effectivement une ortho. Les ergothérapeutes proposent des choses et assez proches de ce que les orthos peuvent faire. On est assez proches les unes des autres, hein, c'est pas... Et certaines psychomotes sont formées. Psychomotriciens, psychomotriciennes. Oui, psychomotriciens, certains sont formés. On peut avoir des psychologues dans la boucle. Dans certains cas, c'est très recommandé, notamment chez les ados et adultes. Désormais, dans le DSM-5, il y a un nouveau diagnostic, donc un diagnostic d'ARFID. Et ce diagnostic-là, en fait, entre, donc, puisqu'il est dans le DSM-5, dans les pathologies psychiatriques. Ouais. Et donc l'ARFID, c'est un trouble de l'oralité alimentaire qui s'est aggravé chez l'ado ou l'adulte. D'accord. Et donc là, la composante psychologique, on ne peut plus l'écarter et on doit à tout prix la prendre en charge. Donc non pas que, parce que j'ai déjà entendu ça avec l'un de mes patients, ça ne veut pas dire que c'est dans leur tête, mais ça veut dire que toutes ces mauvaises expériences accumulées ont fini par avoir un impact énorme et que là, par contre, on a besoin d'aide à ce niveau-là aussi. Et puis ensuite, évidemment, on a besoin de médecins dans la boucle. Parfois, on peut avoir des gastropédiatres, etc. Je sais qu'il y a d'autres professions qui peuvent s'ajouter. Il y a parfois la kiné, évidemment les conseillères en lactation pour les plus petits. Et puis, certaines personnes ont tenté par exemple des choses comme l'hypnose. Alors, c'est pas encore prouvé ni validé pour le coup, mais il y a plusieurs adultes et adolescents notamment qui ont vu des bénéfices intéressants. Ok. Si tu devais donner un ou deux conseils comme ça, soit à des parents qui ne savent plus quoi faire avec leur enfant, soit à quelqu'un de plus âgé qui se prend en charge tout seul et qui ne sait plus quoi faire avec lui-même, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ? Les deux qui me viennent, ce serait de 1, comme je répète tout le temps, faites-vous confiance, vraiment. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose ne va pas, même si on vous dit que tout va bien. Et deuxièmement, de ne pas rester tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très dur pour l'instant encore d'être diagnostiqué, ça prend du temps, il y a des listes d'attente très longues, mais heureusement, on a quand même quelque chose de génial avec Internet et les réseaux sociaux, et donc il y a beaucoup de groupes de parole, de pages Instagram, de TikTok maintenant, de chaînes YouTube pas encore, mais il y a des endroits où on peut tous se retrouver, où les patients et parents de patients peuvent échanger entre eux et où il y a quand même de plus en plus de professionnels de santé comme moi qui sont là pour partager du contenu d'une part, mais aussi répondre aux questions, soutenir et échanger aussi. Oui, parce que tu as ces deux étapes de découvrir que ce dont tu souffres, c'est quelque chose qui existe, que ça a un nom, et du coup, que ça peut se prendre en charge. Ouais. Donc ça, j'imagine que déjà, quand tu as mis le pied dans cette dynamique-là, ça doit déjà être un premier grand soulagement pour les familles et pour les enfants. Oui, j'ai beaucoup de parents qui me disent en fait, le jour où on a vu le nom sur la page internet, on a fondu en larmes. Et il y a comme un poids qui s'est évaporé. Parce que c'est quand même des parents qui sont très très culpabilisés, très très jugés. Il y a toujours quand même ce truc qu'on retrouve un petit peu en autisme et dans le handicap, c'est du comportement, il est mal élevé, faut le forcer un petit peu. Donc c'est des parents, non seulement ils ont cette difficulté de voir leur enfant manger très mal, alors que c'est important pour des parents, et en plus ils ont la double peine de l'entourage, que ce soit perso ou pro, qui va venir en rajouter, les casser, les juger, toujours dire qu'en fait eux ils auraient fait autrement. Donc c'est des parents qui se retrouvent souvent très seuls et dans une très très grande souffrance. Et donc en général, quand ils découvrent que ça a un nom, ils ont bien fait de se faire confiance et qu'on les a juste pas écoutés, en général, il y a ce gros soulagement. On a beaucoup parlé d'enfants, mais les troubles de l'oralité alimentaire, ça concerne aussi les adultes. Ça donne quoi quand on grandit et on ne fait pas des caprices, mais comment ça se manifeste ? Exactement, on parle quasiment que des enfants, mais en fait, ces enfants-là deviennent des adultes. Alors comme je le disais, dans le pire des cas, ça peut devenir un ARFID, donc avec cette difficulté psychologique de phobie très grave qui s'est installée.
Alors, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à l'âge adulte, on n'attend pas les mêmes choses d'un enfant que d'un adulte. Un enfant, on va lui demander de manger en collectivité, manger ce qu'on lui prépare, s'adapter, etc. En fait, il y a beaucoup d'adultes qui gardent un trouble de l'oralité alimentaire et ça passe complètement inaperçu parce que, en fait, ils s'adaptent. Moi, pour le coup, j'ai un trouble de l'oralité alimentaire. On s'en est jamais rendu compte quand j'étais plus jeune parce que je m'adaptais. Il y avait des petits indices quand même, parce que ma mère médecin me faisait de la pizza au petit déjeuner parce que je pouvais pas manger autre chose. Ok. Donc je décongelais de la pizza ou je mangeais du saucisson. Donc il y avait des indices. Mais en fait, mon entourage s'est adapté en se disant c'est comme ça pour l'instant et ça passera. Et aujourd'hui, en fait, que je mange pas de banane, par exemple, ça ne se voit pas en tant qu'adulte parce qu'un adulte n'est jamais forcé de manger un aliment. Il gère ses repas lui-même, a priori. A priori, et s'il dit j'en veux pas, personne lui dit si tu manges. Exactement. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, même un adulte qui mangerait aucun légume, aucune crudité, ça peut passer relativement inaperçu et la personne s'adapte. Par contre, il y a aussi toute une partie des ados et des adultes qui ont des troubles plus importants ou qui en souffrent beaucoup plus et là, qui vont avoir notamment une problématique d'isolement social, qui vont refuser les repas, refuser les invitations, alors avec plein d'excuses, j'ai déjà mangé, non, j'ai pas très faim ou j'ai pas le temps, et là, ça va les isoler. Donc là encore, j'ai beaucoup d'ados et d'adultes qui pensent que c'est foutu pour eux, que c'est trop tard. Et non, en fait, tu peux faire quelque chose aussi pour les plus grands. Oui. Alors c'est pareil, on n'en entend pas encore beaucoup parler. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus pris en charge. Et moi, tout mon travail est basé sur des recherches un peu perso que j'ai faites sur des ressources anglo-saxonnes. Mais ça vient tranquillement et on peut les aider. Et là aussi, s'il y a souffrance, il ne faut vraiment pas rester tout seul. C'est ça, le signe, c'est le même que pour les enfants. C'est à partir du moment où il y a souffrance, ça mérite qu'on se penche sur le problème. Vraiment. Est-ce que tu voudrais, je sais pas, peut-être conclure avec un mot de la fin? On a déjà dit pas mal de choses, genre les enfants difficiles, les enfants capricieux, c'est plus compliqué que ça, etc. Mais est-ce que globalement, tu voudrais conclure sur quelque chose de particulier? Écoute, je pense qu'on a tout dit, mais si, de dire qu'il y a des solutions. Il y a des solutions et on est beaucoup de professionnels de santé à pouvoir aider les gens, à avoir fait des études pour ça et du coup, il y a des solutions, ça va le faire. Et voilà, on est là sur les réseaux, pas hésiter à nous rejoindre pour en discuter et pour pas rester tout seul, quoi. C'est dit. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir.